L'heure est grave. Le cessez-le-feu proposé à l'Iran par l'administration américaine a été refusé. Euh, L'Iran mettra fin à la guerre lorsqu'elle le décidera et lorsque ses propres conditions seront remplies, dit les représentants de l'Iran. Euh, Trump a dit plus tôt, avec une rhétorique d'escalade, que si l'Iran refusait son plan de 15 points avec médiation du Pakistan, Trump va, je cite, déchaîner les enfers. Euh, le refus de l'Iran est toute une surprise après que les États-Unis ont littéralement saboté les 10 dernières années de traités de coopération et de cessez-le-feu avec l'Iran. Parmi ceux-là, il y a la guerre de Dojo qui a fini avec un cessez-le-feu et toutes les coopérations pour retrouver un deal avec l'Iran du type 2015 pour la non-prolifération nucléaire. Trump reçoit de la pression pour arrêter la guerre. Non seulement parce qu'il doit constamment rassurer les marchés financiers en disant que la guerre ne durera pas longtemps, mais également, comme certaines organisations journalistiques ont mentionné, tous les pays de l'Alliance américaine au Moyen-Orient, dont le Koweït, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Irak, tout ce que vous voulez, tous ces pays-là euh, tous ces pays-là, dedans les termes de l'alliance avec les États-Unis sont censés sont censés être protégés par les États-Unis. Sont, c'est ça, sont censés être protégés par les États-Unis. Donc, que la guerre américaine les amène à être attaqués, ben, les forces eux-mêmes à soit à annuler leur alliance avec les États-Unis, ce qui serait très peu probable, ou sinon à faire pression aux États-Unis pour qu'ils respectent les termes de l'entente, ce qui est plus probable. Donc, on peut en conclure que ces pays-là mettent pression constante à Washington pour mettre fin à cette guerre-là, parce que eux autres ont plus de mal à ce que la guerre continue, sachant également le blocus du détroit de Hormuz qui permet qui diminue le flot du pétrole qui est la majorité de leur production à ces pays-là vers l'extérieur. Donc, on pourrait en conclure que également l'économie pourrait être une raison pour ces pays-là de donner la pression à Washington pour mettre fin à la guerre. En plus de ça, et également, la réserve stratégique de pétrole des États-Unis faite pour remplacer les importations américaines est fait pour durer 90 jours à pleine capacité. Ceci dit, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de faire durer la guerre plus que 3 mois, sinon une récession majeure pourrait se déclencher, vu que le prix du pétrole pourrait monter en flèche. La réserve stratégique du pétrole, de pétrole a été la principale raison pour laquelle les prix du pétrole ne se sont pas enflammés aux États-Unis comme ici au Canada. C'est parce que les promesses de Trump que la guerre ne durera pas longtemps, cumulées avec les retraits de la réserve stratégique de pétrole, permettent de stabiliser le marché de l'essence et empêche une crise majeure reliée au principal principal carburant de transport des échanges commerciaux. Euh, en plus de ça, c'est certains experts comme Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre ont également dit que la guerre de 12 jours ont pris fin quand Israël et les États-Unis étaient tombés proches d'une pénurie de missiles Tomahawk et de missiles intercepteurs. Aujourd'hui, les enjeux sont les mêmes avec les États-Unis. Euh, euh,
les enjeux sont les mêmes et les États-Unis se sont démontrés incapables de défendre leurs alliés au Moyen-Orient et en plus en situation de pénurie de missiles. Comme l'ont récemment souligné les experts du Center for New American Security, les États-Unis n'ont jamais disposé de stock suffisant pour un combat de haute intensité avec un adversaire quasi égal comme la Chine. Citation des experts du Center of New American Security. En plus, euh, non seulement les États-Unis auraient de la misère à combattre un adversaire comme la Chine, euh, un adversaire dont les, euh, les relations avec entre les États-Unis et la Chine sont dégradantes et dégradées avec le fil du temps. Les États-Unis, en plus de ça, euh, consomment leurs munitions à une vitesse alarmante. On estime que 5,6 milliards de dollars ont été dépensés rien que pour les 2 premiers jours de la guerre de la guerre en Iran. Euh, et donc, pour cette raison, les États-Unis cherchent à prendre leur military asset de l'Indo-Pacifique et des transférer au Moyen-Orient pour réussir à faire continuer la guerre et augmenter leur nombre de missiles pour pouvoir utiliser plus de leviers pour les négociations ou pour continuer la guerre, comme j'ai dit précédemment. Euh, et ça, vu que non seulement les États-Unis ne seraient pas capables d'être à armes égales contre la Chine, voyant leur stock de missiles en quasi pénurie, mais en plus de ça, ils prennent leurs missiles qui sont faits pour protéger leur alliance Indo-Pacifique contre la Chine et les envoient au Moyen-Orient. On peut spéculer depuis des années, la Chine veut reprendre le territoire de Taïwan qu'il considère comme légitime. La pression qu'elle exerce qu'elle exerce comme pression militaire et économique est de plus en plus forte si on prend en compte le dénoncement du dirigeant élu de Taïwan comme dangereux séparatiste cumulé cumulé au, à, euh, à la diminution des effectifs militaires américains dans la région, la situation commence à être problématique. Si on prend aussi en compte les nombreux exercices militaires de la Chine qui ont lieu dans la région. Euh, pour ceux qui sont pas au courant, le l'alliance Indo-Pacifique des États-Unis, c'est une grande alliance qui tient sur un seul principe. Les États-Unis vont venir pour protéger l'alliance. Et ça amène les États-Unis à avoir une bonne confiance. Ils sont bien vus puisqu'ils vont protéger le Japon, Taïwan, les Philippines, énormément de pays dans la région, la Corée du Sud, l'Inde, tout ça contre la Chine. Et ça tient sur le principe que les États-Unis vont vraiment aider. C'est une forme de confiance et c'est ça qui encourage ces pays-là à investir sur le dollar américain, sur l'armement américain, sur plein de choses qui avantagent les Américains. Mais si les États-Unis se démontrent incapables de protéger leur alliance Indo-Pacifique, ben c'est simple. C'est toute l'alliance Indo-Pacifique qui s'écrase. Euh, L'incapacité américaine d'être capable de défendre ses alliés en Indo-Pacifique va démontrer que la confiance américaine a pas la même valeur qu'elle a eu autrefois et c'est l'écrasement ça pourrait être le début de l'écrasement total de l'Empire américain, de son influence à travers le monde, puisque un incident de telle ampleur
pourrait faire passer les États-Unis comme extrêmement faibles sur la scène internationale. Non seulement extrêmement faibles, mais incapables de protéger leurs alliés dont ils ont investi énormément. Ces alliés qui acceptent des troupes américaines sur leur territoire, qui acceptent qui acceptent plein de trade agreements, ces mêmes alliés vont perdre confiance avec les États-Unis et ça pourrait juste faire une, une, une réaction en chaîne qui fait que la confiance américaine va juste s'écraser, dont le dollar américain pourrait également s'écraser et énormément d'alliances multilatérales. Et ça serait complètement désastreux pour l'économie, les relations sociales. Ça serait un coup de théâtre sur l'ordre international établi. Bon. Fait que je finis la vidéo en disant que personnellement, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, j'avais pas prévu parler de géopolitique, ça a juste donné de même. Personnellement, je comptais parler de politique sociale, c'est-à-dire euh, la dérive autoritariste de l'administration Trump, comme la montée de l'extrême droite en Europe. Je sais, j'aime pas utiliser ces termes-là, mais bon, regarde, tout le monde me comprend quand que je parle de même. Euh, la, euh, dont la censure des institutions scientifiques, la coupure des services de santé et autres, l'utilisation de la culture à des fins politiques, la désinformation, la polarisation, la stigmatisation, l'utilisation de minorités comme bouc émissaire, les politiques avantageuses pour ceux qui ont le pouvoir, etc., etc. Comme certains panélistes de RDI disent, euh, quand euh, quand que les affaires internes sont trop difficiles à gérer, ça arrive souvent que les politiciens ou chefs d'État décident d'exporter la politique vers la politique externe, euh, les manifestations de puissance et tout ça, pour attirer l'attention vers d'autres enjeux. Et pendant ce temps-là, on peut juste voir que ce soit intentionnel ou non intentionnel, tout ce qu'on peut voir, c'est que ça marche. Euh, c'est quoi les proportions de vous autres qui sont allés voir les Epstein Files puis qui sont allés se renseigner sur l'état actuel des institutions démocratiques ou d'utilisation de la culture à des fins politiques et, euh, et pour mettre les enjeux pour détourner les enjeux sur la culture et empêcher les gens de voir clair sur la politique en tant que telle. Combien de personnes est allé voir ça depuis que cette guerre-là a éclaté? On peut juste voir que c'est efficace pour faire détourner l'attention sur d'autres enjeux. Ben c'est sur ça que j'arrête la vidéo. Ben merci d'avoir écouté, puis on se revoit pour des nouvelles politiques, géopolitiques ou sociopolitiques ou ben politiques tout court. Donc bonne journée et